Bonjour, on se retrouve pour l'objectif 2 du chapitre 4 portant sur le chômage. Comprendre les effets des institutions sur le chômage structurel, notamment salaire minimum et règles de protection de l'emploi. D'abord, nous allons définir ensemble ce qu'est une institution d'un point de vue économique. C'est l'ensemble des règles, des conventions, des normes qui structurent les relations, qui structurent les comportements entre agents économiques. Je sais que ça peut paraître un peu abstrait. Dès lors qu'il y a un ensemble de règles, un ensemble de normes, que ce soit des règles formelles ou des normes qui peuvent être informelles, on parle d'institution. Il y a des règles à respecter, etc. Le marché est une institution. Les droits de propriété sont une institution. Le salaire minimum, le SMIC en France, est une institution. Le code du travail est une institution. Puisque pour chacun de ces éléments, il y a des règles qui structurent les relations entre agents économiques. On va parler tout d'abord du salaire minimum. Le salaire minimum, en France on appelle ça le SMIC, il va générer du chômage structurel. Le chômage structurel, c'est le chômage qui est dû à l'ensemble de ces règles. Ces règles, ces conventions, ces normes vont générer du chômage structurel. Plus le salaire minimum est élevé, plus ça va générer du chômage structurel. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Tous les individus ayant une productivité inférieure au salaire minimum ne pourront pas être embauchés, car ils font perdre de l'argent à l'entreprise. C'est-à-dire que si un individu il a une productivité qui serait égale à 1000 euros par mois, mais que l'entreprise doit lui payer son salaire de minimum 1500 euros par mois, parce qu'on ne peut pas descendre en dessous du SMIC, c'est une interdiction légale, dans ce cas-là, l'entreprise ne va pas l'embaucher. Parce que si le travailleur ramène 1000 euros par mois de richesse, contribue à créer 1000 euros par mois de richesse au sein de l'entreprise, et que l'entreprise doit le payer 1500 euros par mois, l'entreprise perdra 500 euros chaque mois à l'embaucher. Donc l'entreprise va choisir de ne pas l'embaucher. D'accord. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que tout travailleur dont la productivité horaire est inférieure au coût horaire du travail ne peut pas être embauché. Et plus le coût horaire du travail est élevé, plus le coût du travail est élevé, plus ça va générer de chômage structurel. Par exemple, ce monsieur qui générait 1000 euros par mois de richesse à l'entreprise, qui avait une productivité mensuelle de 1000 euros. Si le coût du travail, on baisse le SMIC, et que ça coûte 900 euros par mois à l'entreprise de l'embaucher. Dans ce cas-là, l'entreprise l'embaucherait, puisqu'elle gagnerait 100 euros par mois. Donc plus le SMIC est élevé, plus ça va générer du chômage structurel. Ceux qui sont touchés par ce SMIC élevé, ce sont ceux qui ont la productivité la plus faible. Ceux qui ont la productivité la plus faible, ce sont ceux qui ont le moins d'expérience, donc les jeunes, et ceux qui ont le moins de diplômes. Ceux qui sont le plus touchés, ce sont donc les jeunes non diplômés, ceux qui sortent du système scolaire sans aucun diplôme. Bien sûr, il y a des contreparties à ce salaire minimum élevé. Ça permet par exemple d'éviter d'avoir des travailleurs pauvres. Deuxième élément, le Code du travail. Le Code du travail, c'est un gros livre dans lequel il y a toutes les lois qui régissent le monde du travail. Dans ce livre, il y a l'ensemble des lois. Hop. Deuxième institution, le Code du travail. C'est un gros livre qui contient... Oups, merde. Deuxième institution, le Code du travail. C'est un livre qui contient l'ensemble des lois qui régissent le monde du travail. Et donc, les employeurs et les salariés doivent respecter ces lois. Plus le Code du travail est contraignant, et plus il y aura de chômage structurel. Et je vais vous expliquer pourquoi. On va parler principalement de la complexité des licenciements. Les licenciements, par exemple, en France, sont très complexes. C'est très difficile de licencier quelqu'un du jour au lendemain. Il va falloir prouver ses fautes. Il y a certains éléments pour lesquels on peut licencier la personne, mais c'est très restreint. Il va falloir prouver ses fautes, peut-être aller au tribunal, etc., etc. Aux États-Unis, à l'inverse, c'est beaucoup plus simple de licencier quelqu'un. Vous avez peut-être vu dans les séries américaines des patrons qui disent « Hop, t'es viré » et la scène d'après, on voit le salarié prendre un carton et vider son bureau. Pas la peine de revenir demain, t'es viré.
Ça, c'est possible aux États-Unis, c'est beaucoup plus compliqué en France. En d'autres termes, c'est beaucoup plus simple pour une entreprise de licencier quelqu'un aux États-Unis qu'en France. Mais alors pourquoi ça? Ça génère du chômage structurel. Parce que plus c'est difficile de licencier quelqu'un, moins l'employeur aura le droit à l'erreur. Si l'employeur embauche quelqu'un, cette personne est en CDI, et que l'employeur s'est trompé, par exemple, le salarié a menti sur ses compétences, ou alors le salarié va adopter une attitude qu'on va appeler de tir au flanc. Il se dit, ok, je suis protégé, je vais arriver un peu plus tard le matin, je vais prendre une pause déjeuner plus longue, peut-être que je vais prendre des pauses régulièrement et je vais scroller sur Instagram, je vais rester 15 minutes aux toilettes au lieu de 5 parce que je prends mon téléphone pour jouer à Pokémon Pocket, etc. Et bah, tout ça va faire que l'employeur sait qu'il ne pourra pas licencier le salarié. Or, s'il sait qu'il a moins le droit à l'erreur, il va être plus réticent à embaucher. Alors qu'à l'inverse, aux États-Unis, l'employeur va être moins réticent à embaucher, puisqu'il sait que s'il se rend compte que le salarié abuse de ses pauses, il lui dira dernière fois, sinon t'es licencié. Et dans ce cas-là, le salarié a deux possibilités, soit il améliore son comportement, soit il est en effet licencié.